Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello Virginie, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Eh ben super, je sors de vacances, donc je suis requinquée. Merci en tout cas Alexandra pour cette invitation, ça me fait énormément plaisir. Eh ben, avec grand plaisir et merci à toi parce qu'en général en retour de vacances on a une to-do list énorme, donc je suis ravie de t'attraper comme ça juste en retour de vacances. T'étais avec tes enfants en vacances? Oui, on était à la maison, mais on a profité pour faire plein de choses qu'on repousse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais voilà, on a fait. Et puis ma sœur est venue, donc j'ai bien profité aussi de la famille. Ah, trop cool. Virginie, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi je dirais que tu es un peu la queen du reflux bébé, colique bébé et tout ça. Toi, comment tu te définirais? Ouh, comment je me définirais? Un peu toujours une question très compliquée. Alors, déjà, je suis une maman de deux grands-enfants maintenant. De ce parcours de maternité, ça a déclenché, comme j'imagine chez beaucoup de femmes, des questionnements sur sa vie professionnelle, sur qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, notre sphère privée, notre sphère professionnelle. Et on essaye toujours de chercher cet équilibre qui peut parfois être très compliqué, sachant que moi, je suis une ancienne infirmière, que je travaillais en 12 heures, que j'étais aussi frontalière en Suisse, donc j'avais 1h20 à l'aller, 1h20 au retour. Donc, ça faisait des amplitudes de travail énormes et je voyais pas beaucoup mes enfants. Donc, comment je me définirais? Je suis quelqu'un qui est battant, qui a la niaque, qui a un objectif et qui va mettre tout en œuvre pour pouvoir l'atteindre. Derrière, voilà, je me suis construit une nouvelle vie, entre guillemets, ou avec des nouvelles aspirations pour pouvoir sortir de ce métro boulot dodo dans lequel j'étais et pour construire petit à petit la vie dont je rêvais. Et là, en janvier, ça y est, j'ai passé le gros premier objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire être 100% à la maison avec les enfants en générant suffisamment de revenus pour que, en septembre, ma fille, ma grande qui me gardait ma petite, elle part au lycée, donc j'avais plus le choix, il fallait que je trouve quelque chose. Donc voilà, je me suis donné les moyens en l'espace de 2 ans pour résoudre ce gros conflit qui se posait. Et voilà, je suis quelqu'un qui a la niaque, vraiment, qui cherche à avancer au maximum. Et je suis quelqu'un aussi qui n'aime pas rester sur ses acquis, c'est-à-dire que dans mes accompagnements sur le bébé reflux, si tu veux, quand il y a quelque chose que je n'y arrive pas ou que j'arrive pas à débloquer une situation pour une maman, eh ben, je vais passer des heures sur les études scientifiques, des heures à comprendre, à échanger aussi avec d'autres pros pour comprendre qu'est-ce qui se joue derrière et apporter le levier supplémentaire que j'avais pas pour pouvoir aider ces mamans. Et c'est comme ça, en fait, qu'en termes de compétences, je suis montée pour devenir un peu l'experte du reflux en francophonie sur la prise en charge des bébés qui ont des reflux avec des accompagnements spécifiques pour les mamans et les papas. Et ben, ça marche tellement bien que les pros sont venus me chercher aussi. Et maintenant, je fais une formation professionnelle également. Super. Et comment tu as fait pour gérer des enfants et une carrière d'infirmière à travailler 12 heures plus temps de transport? Un enfer. Comment j'ai fait? Alors, il faut savoir aussi que mon mari est éducateur et qu'il a des horaires aussi très atypiques. Donc, soit extrêmement du matin, 6h30, soit extrêmement du soir, 23h, et des week-ends et jours fériés, comme une infirmière. Moi, j'avais des jours, j'avais des nuits. La première étape, on s'est dit, bon, on ne veut pas dépendre de nos familles. Dans l'occurrence, il n'y avait que ma belle famille, mes beaux-parents qui étaient là pour éventuellement garder nos enfants. Et on s'est dit, on va trouver une nounou. Donc, on a trouvé une nounou, sauf que ça ne s'est pas très bien passé. Elle s'est fait maltraiter, mon aînée, malheureusement. Donc, on a dû couper court à toute cette situation. Et on s'est dit, bon, on n'a pas le choix, tant pis, on va demander aux beaux-parents, donc à papy, mamie, de garder les enfants. Donc, on a eu cette solution de secours. Et puis après, c'est vrai que l'employeur de mon conjoint, il était hyper cool. Et en fait, je donnais mon planning à mon conjoint le donnait à son employeur et son employeur essayait de caler les horaires pour qu'on soit en fait en alternance.
Donc pendant près de 10 ans, on a vécu avec mon mari en alternance pour garder les enfants et limiter vraiment les modes de garde, tout simplement parce qu'on ne voulait pas non plus que les grands-parents soient la solution de facilité et soient l'ultime recours à chaque fois. Donc on voulait aussi se débrouiller par nous-mêmes. Donc voilà, on a fait en fonction de ce qu'on a pu, avec les ressources qu'on a pu, mais on s'en est plutôt bien débrouillé parce que finalement, quand on voyait les copains, les collègues qui mettaient facilement 20, 30 heures de garderie chez les enfants, ben nous, on était peut-être entre 5 et 6 heures. Mais derrière, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voulait dire, c'est que moi, quand je travaillais de nuit, ben, je dormais pas la journée. Ouais. Et ça, tu le fais quand tu es jeune. Tu le fais quand tu es jeune, mais tu le fais pas éternellement. Mais je me souviens de rentrer de nuit à 9 heures du matin. Donc mon conjoint partait, je récupérais l'aînée qui était toute petite à l'époque. Gousi gouza, on rigolait, on jouait un petit peu. Et puis hop, à la sieste, ben, maman aussi à la sieste, quoi. Et puis tu priais pour qu'elle dorme 1 heure et demie, 2 heures pour que je puisse avoir deux fois 1 heure et demie, 2 fois 2 heures dans la journée avant de repartir au boulot le soir, quoi. Puis après, je m'arrangeais pour avoir du covoiturage et que quand j'étais dans ces phases-là où mon conjoint travaillait, ben, je me mettais en covoiturage, mais à l'arrière, c'est pas moi qui conduisais. Et puis voilà, je dormais et à l'aller et au retour pour maximiser le sommeil. Mais c'était un sommeil hyper fractionné. Quand j'y pense, je me dis, mais complètement folle, quoi. Et t'arrives à tenir. Mhm. J'ai tenu. J'ai tenu. À ça, j'ai rajouté encore une complexité, hein. Je suis un peu zinzin des fois. C'est que dans le service où j'étais, donc en réanimation néonatale, on avait l'opportunité de démarrer une formation prise en charge par l'employeur sur 2 ans pour devenir spécialiste dans la réanimation néonatale. Et donc, ma petite, elle avait 1 an et demi. Et je dis, bon, bah vas-y, elle a 1 an et demi, c'est bon, je vais gérer tout. J'ai fait la formation, hyper intense, hyper stressante. Bon, ça m'a foutu en l'air. Au bout de 2 ans, j'ai fini en burn-out. Donc j'ai tenu, j'ai peut-être tenu au total 3 ans, mais le corps, il a dit stop au bout d'un moment. Ouais. Et du coup, comment t'es venue l'idée de te mettre à ton compte? Alors ça a été un cheminement que j'ai fait petit à petit parce que j'ai eu la chance, à travers ce service de néonatologie, de me former énormément à la prise en charge du nourrisson, mais aussi aux prises en charge de l'allaitement. Et de fil en aiguille, j'ai passé un diplôme qui s'appelle consultante en lactation IBCLC, c'est-à-dire qu'on est reconnu au niveau international pour prendre en charge des allaitements maternels. On est les expertes en fait en allaitement maternel. Et j'ai eu la chance d'être formée par mon centre hospitalier. Et je me suis dit, bon, ben, deuxième enfant qui arrive, j'ai ce diplôme-là. Je me dis, bon, ben, je vais commencer peut-être à baisser un petit peu mon temps de travail pour pouvoir développer des consultations à côté. Donc, je me vois encore sur la période de fin de grossesse, premier trimestre, entre 0 et 6 mois avant que je reprenne le travail. Ben, je me vois sur l'ordinateur en train de commencer à développer un petit peu ces consultations, à faire mon site internet, à regarder un petit peu à droite à gauche sur ce qui existait en 2016 pour développer son activité. Et donc, comme ça, petit à petit, ben, j'ai commencé à baisser mon temps de travail. Alors, quand je dis baisser mon temps de travail, c'était 10%, hein. C'est-à-dire que en Suisse, on travaille à 42 heures, donc je suis redescendue à un 35 heures, tout simplement. Donc, j'ai gagné en soi 2 jours de 12 heures de travail dans le mois. Et puis, bah, j'ai commencé à développer mon activité. Donc, au début, vu que je venais juste d'être diplômée en allaitement, je faisais des consultations gratuites pour me faire la main et puis comprendre un peu comment faire et puis trouver un peu mon style. Et puis, j'ai eu trop de succès. Donc, j'ai commencé à tarifer petit à petit. Et en Haute-Savoie, j'ai commencé à tourner sur peut-être 4, 5 consultations par semaine au maximum, mais c'était plutôt en moyenne, entre 2 et 3. Donc, c'était pas non plus suffisant pour encore plus baisser mon temps de travail et augmenter et faire la bascule. Et puis, le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé avec tout ce que ça a généré chez beaucoup de personnes, dont chez nous, on s'est encore plus questionné sur le sens de notre vie, si on voulait aller jusqu'à la retraite avec ce rythme effréné je vais travailler moi en Suisse, mon conjoint en France, mais la région est tellement chère que tu peux pas vivre décemment, même si tu es frontalière et même si tu as des bons revenus. Et on s'est posé la question de partir ailleurs. Et on est parti dans les Landes. Donc j'arrive dans les Landes toute seule parce que c'était le Covid et qu'on avait décidé quand même de prendre ce nouveau départ juste avant le Covid.
Je pars toute seule avec ma petite Toyota Yaris pleine à craquer parce que tout était fermé, tu n'avais pas le droit de circuler. Moi, j'arrivais dans une maison qui était complètement vide, le déménagement annulé. Bref, j'arrive en mode camping dans cette maison dans les Landes. Et je me dis, bon, ben maintenant, je suis la première à arriver, il faut que je trouve du travail. Parce que là, je ne peux pas démarrer une entreprise en pleine période de Covid. Donc, j'ai repris une activité d'infirmière, mais libérale, pour me laisser plus de temps, pour pouvoir monter progressivement mon entreprise. Et j'ai recommencé les consultations, mais ça prenait pas. Je me suis rendu compte que j'avais un gros gap, c'est que j'étais dans une région avant en Haute-Savoie où l'allaitement était valorisé parce qu'au niveau de la Suisse, on a des taux d'allaitement de fou et dans la région frontalière, il y a cette imprégnation de la Suisse. Et là, j'arrive dans les Landes, moyenne d'âge 80 ans. Les femmes, elles n'allaitent pas parce que je n'avais pas pris en considération que la France ne fait pas partie de ces pays qui allaitent. Je me dis, bon, je crois que ça va être compliqué. Donc, j'ai cherché des leviers pour pouvoir augmenter ma visibilité parce que j'arrivais dans une région aussi où j'avais pas de réseau, que j'étais toute seule. Donc, j'ai commencé à avoir un petit réseau avec une ostéopathe, avec une orthophoniste et à graviter, mais ça suffisait pas pour développer. Donc, j'avais quand même réussi à augmenter mes consultations à hauteur de 4 à 8 par semaine, mais c'était pas suffisant en fait pour y arriver financièrement. Et donc, je me suis dit, bon, mon mari me disait, mais regarde Instagram, machin, enfin, vas-y, fonce, je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. Et puis, j'ai commencé Instagram. Puis, petit à petit, en effet, j'ai commencé à développer des activités en ligne. Et puis, sur l'activité en ligne, des consultations en ligne, j'ai des femmes allaitantes qui sont arrivées, puis j'ai des femmes non allaitantes qui sont arrivées. Et puis, en fait, j'avais un discours commun, c'est quel lait choisir à chaque fois. Je me dis, moi, j'en sais rien, je suis pas formée au lait infantile et tout. Donc, formation en e-learning aux États-Unis, à chercher à m'auto-former sur les laits infantiles. J'ai compris comment ça fonctionnait et j'ai commencé à pouvoir donner les informations justes aux parents. Et puis, petit à petit, ils sont venus à moi, ces bébés qui avaient des reflux. Je dis, mais j'en sais rien, moi, comment on les prend en charge, ces bébés reflux? Je comprends pas et tout. Et puis, je bloquais. Je dis, bon, bah, allez, je vais repartir faire du e-learning aux États-Unis, voir un peu ce qui se dit. Mais il n'y avait rien sur le reflux en tant que tel. Et je me dis, bon, bah, vas-y, fais ça, ça comme formation. J'ai un peu picoré à droite, à gauche. Et en fait, il y a plein de pièces du puzzle qui se sont mis en place, qui m'ont permis aujourd'hui de créer ma méthode qui s'appelle Bye Bye Bébé Reflux. Et à partir du moment où j'ai vraiment pu avoir cette autorité légitime que je m'étais donnée, où je me sentais totalement illégitime au début, une fois que je me suis dit, bon, allez, c'est bon, maintenant tu y arrives, t'es forte dans ce que tu fais, tu as des résultats, il y a plus de monde, en plus de monde qui arrive à toi, ben, vas-y, lance-toi, baisse ton temps de travail comme infirmière libérale, et puis lance-toi à fond sur Instagram. Et en fait, ben, j'ai essayé de faire ça, j'ai baissé petit à petit. Donc j'étais à 15 jours de travail, je suis descendue à 12. J'avais les consultations qui commençaient à bien démarrer, mais ça décollait pas. J'arrivais pas à générer plus de 1 500 € par mois et c'était pas suffisant. Donc j'étais complètement bloquée. Et là, j'ai fait une formation en marketing et c'est là où j'ai compris, quoi. J'ai compris que je faisais faux. J'ai compris que, en fait, il y avait tout à revoir dans le développement de mon entreprise. Et bah, une fois que j'ai fait cette formation, bah, je suis passée de 1 200 à 4 000 en un an. Et là, c'est bon. En fait, la machine, elle s'est mise en place. L'objectif, c'était, parce que dans les Landes, on avait des galères de nounous, du coup, on n'avait pas de famille, on avait vraiment des grosses galères de garde. Et je dis, bon, là, mon aînée, pour l'instant, elle garde ma petite, mais il y a le lycée qui arrive. Dans 2 ans, là, j'ai plus le choix. Il faut que je me débrouille et il faut que je sois 100% à mon compte. Et du coup, cette formation, elle m'a vraiment donné les super bases pour le marketing, pour comprendre ce qu'il en est. Puis dessus, j'ai itéré, réitéré, réitéré. Et bah, j'ai baissé. Chaque 6 mois, je baissais mon temps de travail. 12, 10, 8, 6. Et puis là, en janvier, je dis stop, j'y arrive plus. J'y arrive plus, je génère suffisamment d'argent. Maintenant, stop, j'arrête. Et voilà. Donc en janvier, c'est tout frais. J'ai décidé d'arrêter le métier d'infirmière pour vivre vraiment ce que j'avais envie de vivre, être en télétravail à la maison, pouvoir poser mes enfants à 9 heures, les récupérer à 16 heures de l'école, participer à toutes les activités physiques et sportives qu'elles veulent le mercredi, parce que jusqu'à présent, c'était non, je peux pas, non, je peux pas, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, parce que maman travaille, elle est infirmière, elle finit tard, elle travaille le samedi, elle travaille le dimanche, elle travaille le mercredi. Bref, un enfer. Et là, bah, cette année, mes filles, elles adorent, quoi. Elles adorent avoir leur maman à la maison, quoi. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Trop bien, un parcours ultra inspirant. Et tes filles, elles avaient fait des reflux ou pas du tout?
Si, alors du coup, si, mais à l'époque, j'étais pas formée et je ne savais pas. Ma première, c'était un bébé qu'on avait catégorisé bébé aux pleurs intenses. C'est-à-dire que, elle pleurait non-stop. Mon mari, quand j'étais de nuit, que je travaillais et que je voulais dormir à la maison, il partait toute la journée dehors, faire les balades. Il essayait de sortir au maximum pour que je puisse me reposer parce qu'elle ne faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Au point où le médecin, bon, on avait pris littéralement un abonnement chez le médecin, puis il nous disait, ah, c'est normal, un bébé ça pleure. Ouais, non, ça pleure pas comme ça, un bébé, c'est pas comme ça que ça doit pleurer. Enfin, je veux dire, c'est pas normal, quoi. Et au point où il nous a mis notre fille sous anxiolytique, carrément. Euh, Nous, parents épuisés, en burn-out parental complet, épuisés complet, à pas dormir la nuit, bon, bah, on lui a donné 3 jours d'anxiolytique. Nous, on a dormi, mais moi, j'ai dit non, on commence pas avec un bébé de 8 mois sous anxiolytique. Ça va faire quoi en termes d'enfants, d'adolescents et d'adultes, quoi. Donc, en fait, après, on a arrêté et puis on a pris notre mal en patience, mais ça a été vraiment un enfer au point où on voulait un deuxième. Bah, le deuxième, il a vraiment, vraiment attendu, quoi. Parce que notre fille, elle a fait ses nuits qu'il y a 3 ans. Euh, et après, il nous a fallu 2 ans pour récupérer. Donc, on a un écart entre nos deux filles qui ont 6 ans. Elles ont 6 ans d'écart parce que des parents, mais au bout du rouleau, quoi. Et puis, ma deuxième fille, elle est née. Alors, elle, d'emblée, à la naissance, je dis, ouh, il y a un truc qui va pas le faire. Elle est née avec des plaques d'eczéma. Et j'avais jamais vu un bébé naître avec des plaques d'eczéma. Et là, je disais aux sages-femmes et aux auxiliaires de puère, mais c'est normal ça? Puis je disais tout le temps au médecin, mais c'est normal qu'un bébé il naisse avec de l'eczéma, même si je suis infirmière sur ce coup-là, moi je ne connaissais rien. Je disais, mais c'est normal, c'est normal. Oh, mais oui, madame, c'est normal, ça arrive parfois et tout ça. Ouais, bah en fait, que nenni, quoi. C'était vraiment pas normal. Et elle, pour le coup, régurgitation, reflux, de l'eczéma, gogo, pareil, abonnement chez un autre médecin. On y était toutes les semaines, on n'y arrivait pas, on comprenait pas. Puis moi, j'étais en allaitement mixte parce que j'étais opérée de la poitrine et je pouvais pas allaiter à 100%. Et du coup, j'ai vu qu'à un moment donné, ma capacité de production, elle était insuffisante par rapport aux besoins et que j'ai dû introduire du lait infantile. Et plus j'introduisais du lait infantile, et pire c'était, pire c'était, pire c'était, pire c'était. Et l'eczéma qui augmentait, et les reflux qui augmentaient, et l'eczéma, et les nuits hachées, et les nuits pourries. Et puis, elle avait 5 mois, j'étais en mode, ouais, je recherche des solutions naturelles, vas-y que je te la tartine de crème, tout ça. Et je me souviens, à 5 mois, en pétage de plomb complet, j'ai pris de l'huile de coco, du beurre de karité, j'ai mélangé, j'ai tartiné ma fille, et là, urticaire géant, gonflement des yeux, de la bouche. J'ai pris ma gamine, je suis partie chez le médecin, je m'en foutais qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je suis rentrée comme une trombe avec ma fille au bout des bras. Qui regardez ma fille? C'est pas possible. Depuis le temps que je vous dis qu'il y a un problème. La dame, elle était en train de discuter avec le médecin. Elle dit, la dame était, je vais sortir, je reviendrai, madame. Le docteur, je reviendrai. Et là, du coup, on m'a donné un lait spécial et avec le lait spécial, tout s'est résolu. Donc, c'est là aussi, j'ai commencé à me dire, bon, il y a un problème, il y a un truc avec ces allergies, il y a un truc avec les protéines de lait de vache. Enfin, et c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, quand je suis retournée travailler en réa néonat, je les voyais, ces bébés reflux, puis j'ai essayé d'apporter ce que j'avais vécu avec ma fille dans le service. Mais alors, c'était mort, hein. Vraiment, c'était vraiment mort. Mais c'est toujours resté, en fait. C'est toujours resté en moi. Et dès que je voyais des bébés qui n'étaient pas bien, je disais, bon, on va travailler sur les protéines de lait de vache. Peut-être que ça va aller mieux. Mais c'était pas suffisant. Et c'est là où, en fait, après, quand je suis arrivée là dans les Landes, je me suis vraiment bien plus formée pour comprendre ce qui se passait dans le reflux des bébés. Mais c'était un enfer, un vrai enfer. Ah, mais j'aurais rêvé de te connaître, tu vois, quelques années plus tôt, parce que clairement, moi, j'ai eu pareil que toi. La première pleurait non-stop. Même, c'est quand on dit, mets-la en voiture, mets-la en poussette, non, ça change rien, c'est pire. C'est ça. Fallait juste la porter en écharpe et marcher et jamais s'arrêter. Si tu t'arrêtais, t'étais foutu. Et le deuxième, régurgitation, eczéma, tout ça. Donc, voilà. C'est cool qu'il y ait des gens comme toi qui sont là pour démocratiser le sujet où les médecins te disent, sois patient, c'est normal, il faut attendre qu'il marche. Euh, Non. donc voilà, donc je comprends bien cet enfer. Et justement, moi je suis comme toi, hein, j'ai super mal vécu cette période. Là, avec du recul, pour les parents qui ont des enfants en bas âge, comment tu trouves du sens là-dedans? Enfin, toi, comment tu leur donnerais quoi comme conseil pour éviter de finir sur les rotules épuisés en mode. Enfin, tu sais, moi, j'ai vraiment compris les parents. Alors, c'est horrible ce que je veux dire, je sais, qui mettent leur enfant au congélo. Tu vois, je me dis, mais en fait, il faut vraiment être solide psychologiquement pour te dire, ouh, allez, prends sur moi, je garde, ça va passer. Ouais, non, c'est chaud, hein. Non, c'est des périodes qui sont difficiles, hein, tellement ça te. En fait, quand tu as des bébés qui sont pas bien, ça joue énormément
sur toi, sur ton émotion. Alors déjà, tu es fatigué, tu es en postpartum, quand c'est ton premier bébé, tu es complètement largué, tu connais rien. Tu fais confiance à ton médecin, il te dit que ça va passer en grandissant, puis il y a le premier mois qui passe, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et moi, je dis aux mamans, le reflux, vraiment, il faut s'en occuper dès qu'ils sont petits. Dès qu'on voit que le bébé, il est impacté par ses régurgitations, qu'il dort pas, qu'on doit le maintenir verticalisé tout le temps, qu'il pleure plus ou moins régulièrement, il faut pas attendre. Il faut pas attendre. Il faut pas attendre qu'il y ait soi-disant cette maturité digestive qui certes arrive à trois mois, mais on voit bien que quand on a un reflux qui pose vraiment problème, ben, même s'il y a la maturité digestive à 3 mois, ça fonctionne pas. Donc, j'essaye vraiment de communiquer à fond sur ton bébé, il a un problème, ben, n'attends pas. Parce que si tu attends, alors il y a plusieurs conséquences, et ça, les études, elles le disent. Qu'est-ce qui se passe sur un bébé qui va avoir du reflux, qui va être inconfortable ou des grosses coliques, hein, sans avoir forcément des reflux, mais des gros problèmes digestifs? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir deux choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer pour le bébé et des choses qui vont se passer pour le parent. Et là, les études, elles nous disent que pour le bébé, ce reflux, il va entraîner des troubles de l'oralité, des troubles à la diversification. C'est des bébés qui vont avoir tendance à moins manger, qui vont avoir un rapport à l'alimentation compliqué, qui vont être hyper sélectifs, qui vont avoir des néophobies. Bref, peut-être que oui, ça va passer dans les 3, 4, 5 prochains mois et encore, mais en fait, derrière, si ça passe pas, tu vas rentrer dans une autre galère. Et ça va traîner, 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 traîner jusqu'à ce que ton enfant il ait 2, 3 ans, quoi. Et donc, toi, en parallèle, qu'est-ce que tu fais en tant que parent? Eh ben, on le sait aussi au niveau des études scientifiques, c'est que un bébé qui pleure, au début, la maman, je dis la maman parce qu'il faut se l'avouer, c'est beaucoup plus la maman qui va s'occuper des bébés, mais les papas, quand ils ont la chance d'être là, bah, ils relaient aussi et ça fait du bien aux mamans. Mais on va tout mettre son énergie le premier mois, puis le deuxième mois, on va plus y arriver, puis le troisième mois, on va plus y arriver, et on avance comme ça dans les mois, et on voit les mamans qui sombrent petit à petit dans la dépression du postpartum. Il y a beaucoup de dépression du postpartum à cause de ces bébés qui ont des reflux ou des grosses coliques, et on voit, et on voit aussi qu'on a une augmentation du risque du bébé secoué, parce que par épuisement, t'en peux plus de ce bébé, bah, tu as juste envie de le secouer. Donc, tu peux le penser, mais parfois, bah, tu en arrives au bout et il y a des accidents comme ça. C'est assez rare, mais ça arrive. Et le lien parent-enfant, il est vraiment mis à mal. Et clairement, les études, elles nous disent qu'un parent qui a éprouvé enfin, qui a vécu avec un bébé qui avait énormément de reflux, ben, au niveau du lien, il n'est pas le même que sur un bébé qui aurait été bien, où on aurait pu être plus en interaction. Et le cerveau, face à ces pleurs intenses, eh ben, il se met des mécanismes de protection et l'adulte va s'éloigner un petit peu de cet enfant et va avoir tendance à plus le laisser pleurer, à dire «Ah, c'est bon, j'en peux plus, ben, il pleure, et ben, il pleure, c'est comme ça». Et on voit que le lien se distend petit à petit et ça peut faire quelques carences affectives chez certains bébés dans les cas extrêmes où après la maman tombe vraiment en dépression. Mais il y a un réel impact et plus tôt on prend en charge ces coliques qui sont intenses, ces reflux, et ben, on s'évite tous ces risques en fait. Et on s'évite tous ces problèmes futurs relationnels qui peuvent arriver par la suite. Ultra intéressant, je ne connaissais pas tous ces impacts, même si forcément tu t'en doutes un peu. Et d'ailleurs, je me posais la question, le nombre de coliques, le nombre de reflux, ça augmente avec le temps, parce que, enfin, ou c'est toujours stable, on a des stats là-dessus? Pas de statistiques. Les statistiques qu'on peut retrouver, c'est que quand en tout cas on a un bébé qui a du reflux, il y a une chance sur deux qu'il soit allergique aux protéines de lait de vache. Ça, statistiquement, c'est prouvé. Par contre, on voit là au niveau, mais ça, c'est des liens en fait de corrélation qu'on peut faire, c'est-à-dire que on sait que les allergies augmentent dans la population en général, et de ce fait, vu que les allergies augmentent, bah, les allergies aux protéines de lait de vache augmentent, et donc le reflux augmente. Et pour avoir discuté avec beaucoup d'anciennes qui sont sur le terrain, des anciennes sages-femmes, des anciennes infirmières, elles le disent que depuis allez, voilà, ça avance maintenant, mais ces 7 dernières années, il y a de plus en plus de bébés qui ont des reflux. Et ça s'est vraiment accentué sur les 5 dernières années avec le Covid. Et moi, je l'ai vu, hein, vraiment avec la période du Covid. Alors, je ne sais pas, c'est aussi un biais parce que moi, j'ai commencé à communiquer sur le reflux, mais je les vois de plus en plus fréquemment, ces bébés reflux qui ne sont pas pris en charge, qui ne sont pas écoutés. Mais quand je discute avec les anciennes pour enlever ce biais que j'ai là, ils me disent non, non, moi j'en vois de plus en plus, c'est une catastrophe et je ne sais pas les prendre en charge. Ouais. Et on Mm. explique cette augmentation? Alors, moi, ce que j'en déduis par rapport à ce qui se passe, c'est que vu qu'on vit dans un environnement pollué,
hein. On a une alimentation qui est de moindre qualité, qui est pas suffisamment diversifiée, qui nous, en tant que femmes, va impacter notre microbiote et on sait qu'on a un transfert de microbiote à la naissance. Et de ce fait-là, si nous, en tant qu'adultes, bah, on est dans un environnement pollué, on n'a pas une alimentation qui est optimale et c'est très difficile de nos jours d'avoir une alimentation optimale, bah, on donne déjà un microbiote de moindre qualité à la naissance de notre enfant, sur lequel bah, il va se construire. Et chez des bébés, bah, ça va bien se passer. Chez des bébés, bah, ça va pas bien se passer. Et il faut aussi regarder tous les antécédents génétiques de la famille. Il y a des familles qui ont des grosses histoires familiales de troubles digestifs, des grosses histoires d'allergies alimentaires, environnementales. Et tout ça, ça fait de la prédisposition génétique aussi à avoir des allergies et donc potentiellement du reflux aussi. Donc, si tu veux, on ne sait pas trop pourquoi, mais vraiment, quand on sait que tout part du microbiote et des intestins, bon, tu fais quand même vite le lien entre l'environnement alimentaire et l'environnement d'air que nous respirons en fonction du lieu où tu habites, qui peut avoir un impact. Ok. Ultra intéressant, merci. Et si on revient un peu à ton aventure entrepreneuriale, tu as du coup mêlé les deux de front. Comment on fait c'est quoi tes conseils pour mêler justement side project, grosse activité et enfant? Parce que il faut des journées qui font 48 heures. Alors, non, je crois que je suis pas la meilleure personne pour donner des conseils. Parce que non, alors moi j'ai eu la chance d'avoir un mari très compréhensif qui m'a toujours soutenue dans cet objectif d'être full à la maison et full en autonomie, de plus dépendre d'un planning. Donc il a énormément pris sur lui et il s'est énormément occupé des enfants. Donc vraiment, il a été il est très très présent. Il est moins maintenant parce que c'est moi qui ai pris le relais maintenant. Enfin, il est moins présent. Il fait beaucoup moins de choses maintenant. C'est moi qui m'occupe plus des enfants. Mais pendant toutes ces années-là, c'est lui qui a énormément géré les enfants pour que je puisse m'absenter pour faire mes consultations, m'absenter pour faire mes formations. Être à la maison sans être là, entre guillemets, parce que je travaillais jusqu'à 23 heures sur l'ordinateur. Puis je gérais quand même un peu les enfants. Et puis voilà, mais c'est des semaines de 70, 80 heures que j'ai fait pendant plusieurs années, ouais, avant que j'ai le bon déclic pour apprendre à me vendre. Et là, bah, une fois que j'ai pu commencer à avoir les bons déclics et les bons leviers pour pouvoir me vendre, bah là, j'ai fait encore des grosses semaines, mais plutôt à 50, 60 heures par semaine. Et vraiment, là, depuis quelques mois seulement, je tourne entre 30 et 35 heures de travail par semaine. Donc, je suis pas la meilleure des conseils et je pense que quand on a un side project, tu es obligé de faire des horaires pas possibles. Et moi, j'admire les nanas qui ont peut-être pas forcément un mari qui viennent les soutenir. Là, pour le coup, je sais pas comment elles font là. Mais moi, je sais que je me suis énormément reposée sur mon mari et puis l'avantage, c'est qu'il a des horaires irréguliers. Donc, les horaires irréguliers, c'est que lui, même si les enfants sont à l'école, il a du temps de repos. Et puis, il peut prendre vraiment à 100% le reste à charge avec les enfants et la maison aussi, parce que du coup, il s'occupe énormément de la maison. Et toi, t'avais pas des moments de culpabilité? Le fait de dire, ah, je fais passer mon pro avant les enfants ou des trucs comme ça, même si l'objectif final est d'être présente pour tes enfants. Comment t'as géré? Parce qu'il y a quand même pas une pression sociale, mais bon, il y a une certaine. Non, tu te fous toi-même la pression, je pense. C'est toi-même qui te mets la pression sociale. Moi, je m'en suis jamais préoccupée. J'ai jamais voulu chercher à rentrer dans un moule. De toute façon, on était déjà deux professionnels avec des horaires atypiques, donc on n'est jamais rentré dans le moule de la société, si tu veux, horaire de jour, horaire de nuit, horaire du matin, horaire du soir. Donc nous, on kiffait aller faire nos courses le lundi après-midi pendant que tout le monde était au travail. Donc si tu veux, je sais plus où je voulais en venir. C'était quoi la question? Euh, Si t'avais pas eu des moments de culpabilité, Ah oui, et de, culpabilité. voilà, d'être à fond dans le Non, boulot parce et non. franchement, alors peut-être mère indigne, mais oui, alors des fois j'étais fatiguée, j'aurais voulu partager plus de temps, mais je me suis quand même toujours organisé des temps de partage en famille. On a quand même toujours réussi à faire des temps de partage en famille qui revenaient au niveau, ouais, qui favorise, même si c'était court, on les avait. Culpabilité, non, c'est pas la culpabilité, c'est surtout de la frustration, moi, que j'ai éprouvée sur tout ce parcours-là, plus que de la culpabilité. Mm. Frustration de travailler sur les horaires que je voulais pas, frustrée de ne pas vivre la vie que je voulais. Et c'était plus sous le terme de frustration que de culpabilité. Et mes filles, elles ont toujours compris que maman, elle travaillait, mais pour un objectif, c'est que maman soit là beaucoup plus tard et qu'elle sorte de ce métier qui est beau, hein, infirmière, mais qui te bousille une vie familiale, quoi. Ouais. Ok.
Ouais, merci pour le partage. Et tout à l'heure, tu parlais de déclics qui ont fait que bah, du coup, tu as pu diminuer ton travail, faire plus de chiffre d'affaires. C'est quoi un peu les plus gros déclics qui ont fait la différence? Apprendre à se vendre, c'est ça qui a fait la différence, hein. Moi, je suis issue du métier sanitaire et social où je donne des soins, c'est pris en charge par la Sécu, je n'ai pas de valeur pécuniaire et je commence à vendre des accompagnements, devoir donner un chiffre sur mes compétences. T'es là, bon, je sais pas. Donc, tu sais pas trop te chiffrer. Et puis après, tu comprends que pour vendre, eh ben, il faut pas non plus bah, tout donner, hein, tout simplement, parce que moi, je donnais tout, 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 tout sur mon compte Instagram. Donc, j'ai appris aussi à communiquer différemment pour pouvoir donner envie, pour pouvoir apprendre à vendre aussi. Et vraiment, c'est ça, c'est le vendre, c'est pas mon métier initial. Donc, j'ai fait beaucoup de formations en marketing pour comprendre comment vendre, pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vraiment ça qui m'a permis bah, de passer ce cap, en fait, tout simplement. C'est apprendre à se vendre, tout simplement. Et il y a peut-être une prise de conscience ou une phrase qu'on t'a dit qui t'a fait le plus gros shift en tant qu'infirmière, je pense que tu devais beaucoup te dire, ah, l'argent c'est mal, si je fais profiter de l'argent de pauvres personnes qui sont dans le besoin, etc. Tu as eu une prise de conscience ou un truc qu'on t'a dit qui t'a fait dire, ah, mais en fait, l'argent c'est pas mal, c'est bien. Bon, tu vois, c'est neutre. Ouais, alors oui et non, parce que moi j'ai un rapport à l'argent qui est particulier, qui est sans tabou. Donc si tu veux, j'ai pas cette notion de l'argent, c'est mal et tout ça. C'est juste que je ne connaissais pas ma valeur en fait. La valeur de mon travail, je ne la connaissais pas, je ne savais pas la chiffrer. C'est surtout ça. Et c'est quand tu essayes de te comparer avec les autres infirmières qui font un petit peu le travail, tu vois, qu'elles se payent vraiment une misère. Et je disais, mais vraiment, est-ce que c'est ça que je vaux? T'es là. Et puis moi, j'ai beaucoup lu, j'ai de développement personnel, de bouquins de développement personnel et j'ai compris en fait qu'il y a un moment donné, tu as une expertise et cette expertise, ben, il faut qu'elle se fasse, qu'elle se paye, quoi, tout simplement. Et quand même, malgré tout, parce que j'ai du mal à faire payer les gens, parce que malgré tout, même si j'ai pas de problème et de relation à l'argent, j'ai quand même malgré tout un petit problème quand même pour augmenter mes prix. Parce que dans le problème pour augmenter mes prix, c'est que je veux toucher un maximum de population parce que on est sur une problématique de santé et moi, je trouve pas juste de mettre des prix super hauts et exclure une partie de la population de mes accompagnements. Donc, c'est plus en ça que j'ai du mal à avancer. Mais maintenant, en fait, le shift, c'est que j'ai appris à ne plus travailler pour les autres et j'ai appris à travailler pour moi. Donc, c'est ça qui s'est passé dans ma tête, c'est qu'il y a un moment donné, ben, il faut faire un choix. C'est si tu veux travailler pour toi, pour générer la vie que tu veux, ouais, si tu veux générer vraiment la vie que tu veux, bah, tu es obligé de faire des choix. Et c'est des choix qui peuvent être difficiles. Et oui, bah, tu décides d'augmenter tes prix et d'exclure une partie de la population de cet accompagnement. Donc après, j'ai fait des facilités de paiement et bah, voilà, après, les gens, ils viennent ou ils viennent pas. Mais ceux qui veulent venir, bah, ils me rejoignent dans l'atelier Bye Bye Bébé Reflux. Donc, je sais pas, c'est tellement de petites couches qui se sont mises, de prise de conscience, étape par étape, qui m'ont fait aboutir à là où j'en suis aujourd'hui. J'ai jamais eu de vraiment de gros shift, à part le premier livre que j'ai lu de développement personnel, c'était le livre de Tony Robbins. Bah, en fait, c'est là où je me suis dit, allez, arrête de te mettre des limites, c'est bon, vas-y, fonce, quoi. Puis tu verras où ça t'emmène, quoi. Ouais. Et justement, ta vision, ça va t'emmener où? Parce que là, j'ai l'impression que on ne t'arrête plus. Tu as dit que j'étais une battante. Je pense que la bataille n'est pas finie. Ah C'est non, du tout. ta Là, vision. la vision, c'est bah, déjà de continuer à développer mon programme parce que là, j'ai plein d'idées avec de l'intégration, de l'intelligence artificielle, des choses de cet ordre-là pour augmenter aussi l'expérience client. Mais surtout derrière, c'est que j'aimerais rentrer en contact avec les mutuelles. Ça serait mon kiff, vraiment, c'est de rentrer en contact avec les mutuelles et qu'il y ait la possibilité que les mutuelles reconnaissent déjà dans un premier temps les consultantes en lactation et BCLC, donc que les prises en charge, les consultations d'allaitement puissent être prises en charge par les mutuelles comme à titre d'une diététicienne ou d'une ostéopathe, parce que je trouve pas juste qu'une diète et qu'une ostéo soient prises en charge et pas les BCLC. Donc ça, c'est la première étape. Et après, si j'arrive à faire prendre en charge aussi les accompagnements reflux, ça serait top. Mais je vais déjà m'axer sur mon métier initial qui est consultante en lactation et BCLC pour pouvoir travailler avec les mutuelles. Et ça serait mon premier. Enfin, ça serait pas mon premier, ça serait la big réussite en fait. Ça serait vraiment le truc hyper
hyper motivant. C'est ce que j'ai vraiment envie de mettre en place sur ces prochaines années. Et pour Bye Bye Bébé Reflux aussi, j'aimerais rentrer dans les entreprises progressivement aussi avec tout un packaging autre que Bébé Reflux, mais avec tout plein d'autres choses pour renforcer les politiques familiales aussi au sein des entreprises, en venant donner via les applications accès aux parents à plat de ressources pour que l'employeur puisse faire bénéficier son employé de toutes ces ressources et que, il y ait des constructions de politiques salariales orientées vers la famille qui permettent d'améliorer le quotidien des parents au travail, quoi. C'est-à-dire, tu vois, bah, si toi, tu es une employée, que ton bébé il a du reflux, tu sais que tu dois reprendre le travail à 3 mois, ton bébé il dort pas, bah, c'est garanti que derrière, tu vas poser un arrêt maladie parce que tu peux pas. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible énergétiquement parlant. Tu peux pas aller retourner au travail avec le manque de sommeil que tu peux avoir et toute la problématique qu'il y a à la maison. Donc, si il y a vraiment une politique familiale qui est mise en place à travers, je sais pas, des applications, je ne suis pas encore au stade de cette réflexion-là, mais qui permettent de résoudre les problèmes des parents avant leur prise du travail, ben, forcément, les employeurs, ils vont avoir des employés qui sont sereins, qui reviennent au travail de manière sereine, détendue, et puis derrière, plus de productivité aussi, et puis tu gardes aussi ton employé, tout simplement, parce que tu as mis en place des politiques salariales qui sont au top pour ces familles, quoi. Ouais, et puis comme tu dis, hein, si tu règles le problème de sommeil de tes salariés, ils sont clairement plus efficaces la C'est journée, ça. quoi. Voilà, donc voilà, c'est un peu les deux gros projets sur les prochaines années qui j'espère, pourront arriver à terme. Ah, trop bien. Et tu fais encore des consultations en lactation? Là, j'ai mis tout en stand-by pour développer mon projet, mais je vais reprendre un peu dans l'obligation, mais aussi dans l'envie, mais beaucoup moins parce que bah, pour garder mon certificat d'IBCLC, je vais devoir Ah, continuer. fournir l'obligation de 250 heures de consultation pour garder mon titre. Donc, je vais répartir tout ça sur les 5 ans. Et bon, après, voilà, ça va faire que 5 consultations, 6 consultations par mois en moyenne. Donc, je vais les reprendre petit à petit, mais à partir de 2026. Là, je mets vraiment tout bien dans mon business, tout bien carré pour encore me libérer encore plus de temps pour reprendre ces consultations. Parce que en décembre, j'étais au bout du rouleau, hein. J'avais 8 consultations par semaine avec des suivis de 15 jours, voire un mois. Donc, j'avais des roulements où je suivais, je ne sais même plus, il y a des moments où je devais suivre 20 dames en même temps. C'était juste un enfer, quoi. C'était vraiment un enfer. Donc, je ne veux pas retomber là-dedans. Ok, ok, ok. Je vois le temps qui passe, l'épisode touche à sa fin. Est-ce que tu as un dernier conseil pour des parents qui sont un peu au fond du gouffre, comme beaucoup, pour justement essayer de voir la lumière au bout du tunnel peut-être? Bah, n'hésitez pas à aller contacter des gens qui sont compétents dans la problématique de votre bébé déjà, pour résoudre la problématique et vous verrez que derrière, tout va être... c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place. En fait, vous allez casser ce cercle vicieux dans lequel vous êtes et ça va avoir un impact sur votre enfant, sur votre humeur, sur votre sommeil. Et du coup, ça va avoir un impact qui va découler sur plein d'autres sphères de votre vie privée et pro. Donc, ces enfants, quand ils nous épuisent, c'est qu'ils viennent chercher quelque chose en nous. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire accompagner, vous faire aider pour pouvoir résoudre ce problème. Et ne laissez pas traîner parce que plus vous laissez traîner, plus vous perdez de temps pour vous, pour votre enfant. Et puis, plus vous épuisez, hein. C'est vraiment purement de l'épuisement, hein. On parle d'épuisement parental, vraiment. Ouais. J'aime bien terminer l'épisode par une question de coaching qu'on va poser à nos auditeurs ils vont y réfléchir en marchant et en musique. Est-ce que tu aurais une question comme ça que toi t'aimes bien te poser ou que tu as envie de poser aux auditeurs pour justement toujours remettre plus de sens dans sa vie, plus de waouh, quoi. Alors, la question, c'est quoi? Comment ça peut... si tu cherches le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, tu trouveras le bon levier pour décanter tout le reste. Je ne sais pas si je suis claire. Aller chercher la cause profonde, c'est ce que je fais moi avec le reflux, c'est que je vais chercher la cause initiale, vraiment la cause initiale qui va permettre de casser ce cercle vicieux pour pouvoir aller dans un autre cercle vertueux. Donc, pose-toi la question du quelle est ta problématique aujourd'hui et va chercher le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et tu déroules. Et là, en marchant, tu as de quoi réfléchir. En effet. Eh ben, un grand merci à toi, Virginie, pour cet échange. Pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des mots doux, où est-ce qu'ils peuvent, pardon, te retrouver? Essentiellement sur Instagram, à part en confiance.
vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci, je réponds à chacun d'entre vous. Super, et ben je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. Un grand merci à toi, Virginie, et je te dis à très vite. Ciao. Merci à toi, bye bye, à bientôt. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Virginie qui te pose cette question. Quel est le pourquoi de tes problèmes? Bref, pose-toi les 5 pourquoi pour trouver la racine de tes problèmes et ensuite décanter tout le reste.